Bonjour, merci à Didier, merci à vous tous de nous accueillir avec Anne-Geneviève. Donc moi je suis Jean-Philippe Spado, je suis chef de service en oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière. Anne-Geneviève est l'irologue à la Pitié-Salpêtrière. Et en fait, la particularité c'est que bien que je sois cancérologue, j'ai commencé dans le monde du VIH à Nice avec Gilles Patrice Cassuto, ceux qui connaissent, voilà, qui était mon maître. Et dans les années 90, un peu plus jeune que vous, Didier. Et c'est Gilles Patrice qui m'a donné la foi et qui a fait que j'ai continué à travailler dans le monde du VIH tout en poursuivant une carrière dans le monde de l'oncologie. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, et depuis maintenant plus de 25 ans, je m'intéresse à cette problématique qui est la survenue de cancer chez les personnes vivant avec le VIH. Donc on va un petit peu quitter la science et entrer un peu plus peut-être dans le soin. Vous allez voir dans quelques instants, mais on ne va pas trop s'éloigner. Et Anne-Geneviève donc va intervenir sur le sujet aujourd'hui qui nous lie. En fait, juste pour résumer, bien sûr, vous le savez depuis l'épidémie, depuis le début, on a été confronté avec nos patients à ce qu'ils présentent un certain nombre de cancers qu'on appelle des cancers classant sida. Et il y en a 3 au premier chef, la maladie de Kaposi, les lymphomes malins non-Hodgkiniens, et plus tard est venu le cancer du col en 1993. Bref, en fait, ce sont des cancers qui sont surtout liés à l'immunodépression, et donc à la chute importante des CD4 et à la réplication virale. Et en fait, une date importante que vous connaissez, 1996, l'avènement des thérapies antirétrovirales optimales et l'arrivée des inhibiteurs de protéase, et qui a permis effectivement à nos patients de vivre beaucoup plus longtemps. Et ces cancers dits classants ont vu leur incidence diminuer. En revanche, la population peut être vieillissante, ça c'est clair, mais aussi l'intervention d'autres facteurs de risque font qu'aujourd'hui ces patients sont à plus haut risque de présenter un certain nombre de cancers et un risque relatif qui est loin d'être négligeable, puisqu'aujourd'hui le cancer représente la principale cause de morbidité et de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Alors, cette publication dans le Lancet de Andrew Golish, un Australien qui a été le premier à aussi s'intéresser à l'épidémiologie des cancers chez les personnes vivant avec le VIH, est très importante parce qu'en fait c'est une méta-analyse qui a comparé l'immunodépression liée au VIH à l'immunodépression chez des personnes transplantées d'organes. Elle est très intéressante parce qu'elle montre 3 choses. D'abord, on est avant l'ART, c'est-à-dire qu'on est avant 1996. Et vous voyez qu'avant l'ART, au-delà des cancers classant sida, comme la maladie de Kaposi ou le lymphome malin non-Hodgkinien, un certain nombre de cancers étaient déjà à haut risque de survenue chez les personnes vivant avec le VIH et qui n'étaient pas expliqués par la simple immunodépression. Une des explications, en revanche, c'est les virus oncogéniques, et que l'on retrouve systématiquement dans la plupart de ces cancers, sauf un, le cancer du poumon. Le cancer du poumon qui aujourd'hui occupe donc le premier chef en termes donc de facteurs, en tout cas de cancer le plus fréquent, et le tabac étant le facteur de risque bien entendu aussi qui se joue. Et le troisième point, c'est que, on m'a encore posé la question tout à l'heure, parmi les cancers qui sont les plus fréquents, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate ou le cancer du côlon, que je n'ai pas mis justement parce qu'il n'était pas décrit dans la publication, est-ce qu'il y a un risque qui est plus important? La réponse est non, mais la population vieillit. Et la population vieillissant, on ne sera peut-être pas, en tout cas, dénué du fait que les personnes vivant avec le VIH sont peut-être aussi, après-demain, à plus haut risque de développer ce type de cancer. Donc en résumé, vous voyez ici, donc sur une vision un peu longitudinale épidémiologique entre la France et puis le reste, et en particulier les États-Unis, et qu'il y a un risque relatif qui n'est pas négligeable. Globalement, entre 2 et 3, les patients vivant avec le VIH font en 2 à 3 fois plus de risques de faire des cancers, et en particulier donc, les 4 les plus importants sont le poumon, la maladie de Hodgkin, qui est une forme de lymphome particulière, le cancer du foie, bien sûr, et aussi des lésions précancéreuses, et en particulier donc, au niveau du canal anal. La plupart de ces cancers ont eu une incidence qui a énormément augmenté dans le début des années 2000, et là semble malgré tout se stabiliser. La population vieillit, donc attention demain. Donc, comme l'a publié récemment l'équipe du NIH, attention demain, ce risque ne va pas peut-être s'arrêter, puisque, comme vous le savez, l'âge est le grand facteur de risque du cancer. Et donc, maintenant, on a des populations qui ont plus de 70 ans dans certaines équipes, dans certains services. Alors, l'immunodépression, dans tout ça, les CD4,
Comme je vous le disais, il y a les cancers plaçant-sida. Donc, moins on a de CD4, plus le risque est important. Quand on augmente son nombre de CD4, eh ben, on diminue le risque. On peut tellement bien diminuer le risque que quand on a un patient qui est bien contrôlé sur le plan de la réplication virale, qui est bien contrôlé sur le plan de CD4 avec des CD4 qui sont à plus de 500 pendant plus de 2 ans, eh ben, on peut même avoir un risque relatif qui diminue et qui se rapproche de celui de la population générale. C'est l'équipe donc de mon unité INSERM qui avait publié ça en 2009, alors que les Américains avaient regardé la même chose, mais les patients étaient moins bien longtemps traités, et vous voyez que les risques relatifs sont beaucoup plus importants. Donc comme disait Didier, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, la tendance est de traiter tous les patients et de traiter le plus tôt possible, parce qu'on veut obtenir ce taux de CD4 et supérieur en tout cas à 500 et avoir un contrôle en tout cas aussi de la réplication virale le plus longtemps possible, parce qu'on sait que quand les CD4 chutent ou que la réplication virale donc s'accélère, et ben, des phénomènes de cancérogénèse peuvent apparaître et il est difficile après donc de les arrêter, ce qui pourrait être justement une explication au fait que les patients ou les personnes vivant avec le VIH ont un plus haut risque de faire des cancers. Donc aujourd'hui, on peut donc établir un certain profil de patients. Et ben, ce sont bien sûr ceux qui ont plus de 50 ans, qui sont traités depuis très très longtemps, qui, pour peu qu'ils aient bien entendu quelques facteurs de risque associés, en particulier des virus ou du tabac, et qui seront donc à plus haut risque de développer ces cancers. Et aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH méritent d'être présentées dans ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire spécifiques pour que des spécialistes comme des oncologues comme nous, des virologues, des infectiologues comme vous, donc des spécialistes de l'infection, des pharmacologues puissent présenter les dossiers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, traiter un patient affecté par le VIH relève de la même façon qu'un patient de la population générale, mais on est soumis à des interactions médicamenteuses et qui ne sont pas négligeables. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur les prophylaxies, puisqu'un patient vivant avec le VIH et qui relève d'un traitement anticancéreux doit normalement bénéficier de certaines prophylaxies. Voici à peu près, vous voyez, depuis l'existence de notre réseau qui est soutenu par l'Institut national du cancer, nous avons eu plus de 500 cas présentés, et aujourd'hui, vous voyez qu'arrivent en tête les cancers du poumon. Il y a encore de la maladie de Kaposi, d'ailleurs une tendance à une remontée. Il y a, vous voyez, le cancer du canal anal, et puis il y a, Amélie, je sais qu'elle est dans la salle, il y a de plus en plus aussi des cas de cancer de vessie, probablement liés au tabac, et qui vont poser problème. Alors, ça c'est un petit peu le tableau de l'épidémiologie aujourd'hui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'est aperçu depuis quelques années que donc, les personnes vivant avec le VIH vont être traitées par des anticancéreux, par de la chimiothérapie, ou par ce qu'on appelle des thérapies dites ciblées, c'est-à-dire qu'on a identifié une voie de signalisation, on a identifié une cible responsable donc des phénomènes de cancérogénèse, on va combattre la cible, et ce qui va permettre un peu plus sélectionner donc ces patients. Et parmi le monde donc de la stratégie thérapeutique anticancéreuse, et ben en fait on s'est rendu compte qu'un certain nombre de médicaments anticancéreux pouvaient aussi avoir en fait une activité antivirale et pouvaient peut-être aussi jouer donc sur la réplication virale. Et puis enfin, et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir aussi, parce que je sais que Didier donc, est particulièrement intéressé, c'est que depuis 5 ans, l'immunothérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'anticorps monoclonaux qui vont aller stimuler le système immunitaire, qui a été d'un autre côté réprimé, donc et aussi par l'impact du VIH, en fait, on sait qu'aujourd'hui l'immunothérapie est devenue donc un standard de traitement. En fait, lorsqu'il se crée un phénomène de cancérogénèse, il y a des mutations qui se créent, et c'est cette charge mutationnelle, en fait, qui va être très importante, qui va créer des néo-antigènes et qui peut aller stimuler le système immunitaire. Sauf que parfois, quand la cellule immunitaire, donc le lymphocyte rencontre la cellule tumorale, elle est inhibée. Et donc on a créé des médicaments qui vont lever cette inhibition et qui vont donc être utilisés donc chez les personnes ayant un cancer, en particulier des cancers en général d'ailleurs de mauvais pronostic, comme des mélanomes, comme des cancers du poumon, comme des cancers de vessie. Mais quid de l'utilisation de ces anticorps qui vont aller stimuler le système immunitaire chez les personnes vivant avec le VIH. Et donc depuis 2015, en fait, on a monté, donc, grâce à notre réseau, toute une organisation pour essayer justement de suivre d'un peu plus près ces patients. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez donc un patient infecté par le VIH, on sait que le VIH, en fait, le virus lui-même, peut stimuler, il peut augmenter l'expression de certains récepteurs, justement ce qu'on appelle des immune checkpoint récepteurs, certains récepteurs qui vont aller réprimer
les lymphocytes tueurs. Et donc, du coup, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi lorsqu'une personne vivant avec le VIH est à plus haut risque de cancer, parce qu'en fait, le VIH, produisant ce fameux PD-1, en fait, va aller, grâce à PD-1, bloquer donc l'action des lymphocytes killers. Et donc, du coup, si aujourd'hui, effectivement, on utilise de l'immunothérapie, si aujourd'hui, on va utiliser des anticorps anti-PD-1, ça va donc restimuler votre système immunitaire. Et la question qui va se poser, c'est quel va être l'impact de l'immunothérapie sur les CD4 ou les CD8, mais en particulier les CD4 qui sont remplis de VIH. Et donc, du coup, dans le cadre de notre réseau, ce que nous avons donc souhaité, c'est offrir aux personnes vivant avec les VIH les mêmes chances, bien sûr, d'être traitées que toutes les autres personnes. Car l'utilisation de l'immunothérapie, aujourd'hui, a un principal objectif, d'abord oncologique. Il faut traiter ces personnes, mais il faut les suivre. Il faut les suivre de près, il faut les suivre sur le plan immunologique, il faut les suivre sur le plan donc virologique. Et c'est pour ça qu'on a monté un réseau national que je coordonne avec Olivier Lorbotte et bien sûr avec Anne-Geneviève sur le plan viraux, des immunologistes comme Brigitte Autran et Amélie Guillot, des infectiologues. Et en fait, on a des essais spécifiques où on va justement suivre ces patients et regarder l'impact que peut avoir l'immunothérapie chez eux, et en particulier en termes de tolérance. Jean-François Delfrécy a souhaité que nous montions une cohorte de suivi de ces patients, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie aujourd'hui est devenue un standard, et que chaque jour, il y a une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament qui apparaît. Et donc, ça veut dire qu'un patient ayant un cancer va, à un moment donné, dans sa vie, dans son histoire, recevoir ce traitement, donc il faut les surveiller de près. Mais nous, on avait anticipé donc, en 2015, et on a donc traité des patients pour leur cancer, et on les a particulièrement suivis sur le plan du VIH. Et là, c'est Anne-Geneviève qui va vous donner les résultats de l'impact de l'immunothérapie sur le plan immunovirologique. Merci. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité, puis en particulier Philippe et Catherine, que je connais depuis de nombreuses années. Alors, donc, je vais vous parler, moi, je vais prendre la suite de Jean-Philippe et vous parler de l'impact de ces immunothérapies sur le réservoir VIH. Vous savez que... C'est le truc d'en bas. Vous savez qu'en fait, lors de l'infection par le VIH, les réservoirs sont constitués extrêmement tôt après l'infection. Ici, vous avez des données chez le singe qui montrent que dès 3 jours post-infection, on a déjà eu de l'intégration du virus dans le génome et on peut détecter déjà de l'ADN viral dans les cellules. De la même manière, chez l'homme, chez des patients qui sont en primo-infection avec des stades très très précoces, comme les stades FIBIC1, 2 et 3, les patients qui n'ont pas encore d'anticorps anti-VIH, mais qui ont là ici simplement une détection de charge virale positive, eh bien on détecte déjà de l'ADN du VIH chez ces patients, donc le réservoir se remplit extrêmement tôt après la primo-infection. Voilà, c'est bon. Et donc, après cette constitution très, très précoce du réservoir du VIH, il y a des études de modélisation qui ont évalué quel temps il faudrait pour traiter les patients et pour éradiquer l'infection simplement en utilisant les antirétroviraux. Et là, c'est un papier de l'équipe de Siliciano qui montre que, sur une modélisation, qu'il faudrait au moins 70 ans de traitement chez les patients pour éradiquer l'infection. On est bien loin des prédictions de David Ho dans les années 90 qui disait que lui, en 3 ans, on arriverait à éradiquer l'infection. Donc on en est très loin. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la recherche de stratégies d'éradication ou de cure fonctionnelle. Donc le seul patient étiqueté guéri à l'heure actuelle, c'est le patient de Berlin. Vous savez qu'il a eu il a été traité pour un lymphome par une greffe de cellules souches. Mais bon, c'est des stratégies qui sont assez compliquées. Il y a d'un point de vue virologique et
pharmacologique, hein, il y a des obstacles à l'éradication, il y a le génome s'intègre, il y a une très grande stabilité du réservoir latent, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une pénétration faible aussi des antirétroviraux dans certains sanctuaires anatomiques, et une absence de réponse anti-VIH spécifique. Cela dit, l'objectif de cure fonctionnelle est probablement atteignable, et l'objectif ce serait de contrôler l'infection sans traitement en activant suffisamment le système immunitaire. Alors vous me direz pourquoi on a besoin de ça. Finalement, on a des médicaments qui marchent très très bien. Pourquoi on aurait besoin de ça? Eh bien parce qu'en fait les médicaments restent quand même relativement toxiques. Il y a un accès aussi aux antirétroviraux dans certains pays qui est toujours assez mauvais. Et puis il y a toujours une certaine stigmatisation et parfois une criminalisation de l'infection par le VIH. Et si on est un petit peu plus cynique, aussi un poids économique de cette infection. Donc il y a des stratégies. Les recherches actuellement sont basées sur cette hypothèse de kick and kill, c'est-à-dire l'idée c'est de stimuler l'expression du VIH à partir des cellules qui sont infectées de manière latente avec différents types d'agents pour permettre donc activer l'expression du VIH et également induire une réponse anti-VIH pour tuer ces cellules qui sont donc infectées par le VIH et qui l'expriment. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la stratégie de shock and kill. Et donc les anti-PD-1 font partie de cette stratégie. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, hein, Jean-Philippe vous l'a expliqué. Le processus tumoral entretient cette exposition antigénique prolongée qui conduit à l'anergie des cellules T antigènes spécifiques. Et donc l'intérêt des immune checkpoints, c'est de restaurer cette immunité anticancéreuse. De la même manière, en fait, dans le VIH, comme il y a une surexpression de PD-1, il y a une anergie des cellules immunitaires vis-à-vis du VIH, et l'utilisation de ces anti-immune checkpoints pourrait restaurer l'immunité anti-VIH et permettre de détruire les cellules infectées par le VIH. Alors ça c'est une revue qui est très intéressante, qui fait le point justement sur l'intérêt potentiel de ces anti-immune checkpoints dans les maladies infectieuses. Donc vous avez l'exemple du VIH avec ce que je vous ai dit, la possibilité peut-être de réverser donc la latence des cellules infectées par le VIH, mais également d'augmenter l'immunité anti-VIH et de détruire les cellules infectées. On peut réfléchir un peu de la même manière pour l'hépatite B, et puis dans ce papier, il discute aussi un intérêt potentiel pour le palu, la tuberculose. Donc il y a des études préliminaires qui ont été faites sur ces anti-immune checkpoints chez à la fois in vitro, in vivo, chez l'animal et chez l'homme, sur l'impact de ces anti-immune checkpoints sur le réservoir viral et sur la réponse anti-VIH spécifique CD4 et CD8. Ce qu'avait montré ce papier, c'est que l'utilisation de ces anti-immune checkpoints permettait de restaurer l'immunité spécifique anti-VIH. En revanche, il n'y avait pas d'impact dans ce papier sur le niveau du réservoir mesuré par la quantité d'ADN dans les cellules. Et puis ça avait été arrêté parce qu'il y avait une très mauvaise tolérance de ce produit. Et donc ça, Jean-Philippe vous l'a dit, les patients VIH ont des cancers. L'intérêt de la RCP, c'est de pouvoir proposer à ces patients qui sont, par exemple, pour les patients qui ont des cancers du poumon, qui ont eu un échec de première ligne de traitement, de pouvoir leur proposer des anti-PD-1. Et donc ce que nous avons au cours de ce réseau coordonné par Jean-Philippe, on a pu traiter, là il y a une douzaine de patients, mais maintenant il y en a une vingtaine, et on les a suivis de manière assez rapprochée pour évaluer donc la tolérance. Et chez quelques patients, là je vais vous montrer des données chez 3 patients, on a pu analyser beaucoup plus précisément l'impact des anti-PD-1 sur le réservoir.
Donc là, vous avez les 12 patients qui ont été, c'est des données qui avaient été présentées à l'IS l'été dernier, qui viennent d'être publiées récemment. Donc vous avez les 12 patients, donc ce sont tous des patients qui sont traités donc, de manière efficace sous antirétroviraux. Ce sont tous des patients qui avaient des cancers, cancer du poumon. Et vous avez ici, ils étaient tous en échec d'une première ligne de chimiothérapie. Vous avez ici les résultats en fait, de la réponse tumorale après 4 perfusions d'anti-PD-1. Là, c'était du nivolumab, tous. Et vous avez soit parfois une stabilité, des progressions et un certain nombre de patients aussi en rémission partielle. Et vous voyez que, à part chez un patient chez qui on a eu un petit blip de réplication virale, la charge virale est restée contrôlée de manière durable. Donc je vous présente les résultats de 3 patients ici. Donc on a en fait le premier patient qui a été exploré, donc c'était le patient numéro 1 là je crois dans le tableau. C'était un patient de 53 ans traité donc par anti-PD-1 pour un cancer bronchopulmonaire. C'est un patient qui a reçu 7 perfusions de nivolumab et qui est malheureusement décédé. Il était bien contrôlé sous une trithérapie. Et ce qu'on voit en fait dans l'exploration des différents marqueurs qui ont été faits, c'est que d'une part, après, là vous avez le suivi, il était donc suivi 120 jours. Vous voyez qu'au cours il reçoit des perfusions donc de nivolumab tous les 15 jours. On voit qu'au cours du suivi, on voit bien une diminution de l'expression de PD-1 au niveau des lymphocytes, ce qui est très cohérent avec le fait de recevoir ces perfusions d'anti-PD-1. Ça a été associé à une stimulation transitoire de la réponse spécifique anti-VIH. Et chez ce patient, ça a été aussi corrélé, ici vous voyez, avec une petite augmentation de l'inflammation, parce qu'il y a une augmentation de l'IL-6 sérique. En revanche, il n'y a pas eu d'impact sur la réplication du virus, puisqu'il n'y a pas eu d'impact sur la charge virale VIH, et une fluctuation minime de la quantité d'ADN VIH, donc pas d'impact là sur le réservoir chez ce patient-là. Donc on a persévéré, il y a eu un autre patient qui a pu être suivi de manière rapprochée avec des résultats différents. Un patient là, de 51 ans traité pour un cancer bronchopulmonaire. Alors lui, il a reçu 31 perfusions de nivolumab, toujours en deuxième ligne. Toujours un patient bien contrôlé, c'est-à-dire que c'est les patients chez qui on fait ce genre de thérapie, on essaie d'optimiser le traitement antirétroviral. Et alors, chez ce patient, on a observé de la même manière que chez le patient précédent une diminution de l'expression de PD-1 sur les lymphocytes. Et en revanche, là, on a observé une augmentation soutenue de la réponse spécifique CD8 anti-VIH qui s'est poursuivie jusqu'à 120 jours après le début des perfusions de nivolumab. Donc un profil un peu différent. Et ce qui s'est peut-être traduit, alors là au niveau de l'activation immune il n'y avait pas grand-chose. En revanche, ce qui a été vraiment très intéressant, c'est que chez ce patient, on a eu une augmentation transitoire de l'ARN VIH qui est passé le patient était très bien contrôlé et puis en fait il a eu un blip, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 101 copies ici, là, c'est la courbe verte. Une petite remontée, une petite stimulation de la réplication virale et surtout on a observé une diminution très importante de la quantité d'ADN VIH dans ces cellules qui est passée donc de 369 copies par million de cellules à 30 copies ici au bout de 120 jours. Donc ça nous a quand même pas mal interpellés. Et puis là je vous présente des nouvelles toutes fraîches qu'on n'a pas encore montrées. Donc on a pu suivre ce patient de manière beaucoup plus prolongée. Vous voyez qu'il a eu énormément de cures de nivolumab, ici avec un suivi jusqu'à presque 500 jours. Et ce qu'on a observé ici, donc là on s'était arrêté à 120 jours sur ce point-là au niveau de l'ADN viral. Vous voyez qu'on a refait
quantification ici, et là il y avait encore une baisse prolongée de l'ADN. Et en revanche, ici, il y a eu une remontée transitoire suivie d'une baisse. Donc là, pour le moment, on est en train d'essayer d'explorer, d'essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé ici. Une des explications est peut-être que en fait, le nivolumab a été arrêté, que il a eu de la chimiothérapie parce qu'il était en progression, et que la chimiothérapie a fait baisser ses CD4, et que là, comme la quantification est faite par nombre de cellules totales, peut-être que en fait, c'est la rediminution de l'ADN qu'on voit est peut-être simplement liée à la diminution du taux de CD4. Mais vraiment, c'est des données qui sont extrêmement récentes et qu'il faut qu'on confirme. Et pour finir, donc, on a un troisième patient qui est en cours de suivi, un patient suivi par Jean-Philippe actuellement. On voit toujours cette diminution de l'expression de PD-1. En revanche, chez ce patient, il y a eu des fluctuations assez minimes de la quantité d'ADN VIH et pas d'impact sur la réplication virale, et une augmentation vraiment très transitoire de la réponse spécifique anti-VIH. Voilà, donc l'hypothèse, ça reste que l'utilisation de ces anti-PD-1 dans une stratégie de shock and kill pourrait permettre la réactivation de la réplication virale au sein des CD4 mémoires infectés. Parallèlement, lever l'inhibition sur les lymphocytes CD8 anti-VIH pour permettre d'éliminer les cellules infectées. Et si on peut conclure sur 3 patients, c'est uniquement 3 patients, donc c'est pour ça qu'il y a une cohorte en fait, nationale qui est montée et qui va peut-être nous permettre d'avoir un suivi sur un plus grand nombre de patients et puis pouvoir dégager des marqueurs, peut-être des facteurs prédictifs ou associés à la réponse. En tout cas, ce qu'on peut conclure chez ces 3 patients, c'est qu'il y a on a observé des minimes fluctuations des réponses T anti-VIH chez deux patients qui se sont accompagnés de minimes fluctuations de la quantité d'ADN VIH. Seul le patient numéro 2 a montré donc une franche augmentation durable de la réponse anti-VIH associée à une décroissance quand même assez spectaculaire de l'ADN VIH. Les virologues le savent, quand on quantifie de l'ADN VIH chez des patients, c'est quand même extrêmement stable et il n'y a quasiment pas de fluctuation lorsque les patients sont traités de manière efficace. Donc pour conclure, ces stratégies de cure fonctionnelle seront de toute manière des stratégies combinées, ce ne sera pas un seul agent. Il va falloir combiner des activateurs de latence. Alors il y a des résultats qui sont très intéressants avec des agonistes de TLR7, en combinant ça à des effecteurs de la réponse immune. Alors il y a les anti-PD-1, mais il y a aussi des résultats assez intéressants avec des anticorps bispécifiques qui ont été montrés récemment, bien sûr tout en maintenant le traitement antirétroviral. Et c'est ce que je vous ai dit. En fait, maintenant on a besoin de données complémentaires. Il y a cette cohorte qui démarre, il y a déjà quelques patients qui sont inclus. Et donc on espère pouvoir faire des explorations complémentaires chez ces patients, notamment la quantification de l'ARN VIH intracellulaire, des données de RNA-seq, et puis voilà, tout un tas de marqueurs pour essayer de dégager des déterminants qui pourraient être associés à une potentielle diminution du réservoir VIH. Voilà, je vais terminer en remerciant donc tous les membres de l'équipe de recherche INSERM, à la fois dans le laboratoire de virologie à la Pitié à Saint-Antoine, le département de maladies infectieuses, et évidemment le service d'oncologie médicale avec Jean-Philippe Panot et Ariane Berry qui coordonne la RCP et qui est absolument d'une aide précieuse, et puis le département de biostatistique et bien sûr l'immunologie. Et pour vous dire qu'au prochain plan quadriennal, on va regrouper tout le monde dans une seule et même équipe. Donc je pense que ça va nous permettre de monter des projets très intéressants. Voilà, merci. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ce qui est toujours moi la chose qui me préoccupe, c'est ceux qui vont bien. Est-ce que quelqu'un a regardé l'expression de PD-1 chez les élites contrôleurs? C'est une bonne question.
question. Enfin, moi, si j'étais à votre place, parce que vous avez accès, parce que moi, Rougeau, elle ne veut pas me donner les contrôleurs. Mais vous y avez accès, moi, je ferais ça. Pas facile, hein. Non. Voilà, là, les deux tigresses, elles gardent leur truc, c'est un aussi trafical. Mais avec, parce que Olivier est coordonnateur de la Codex, avec les élites. C'est vrai que je pense que je peux pas vous dire s'il y a des... Moi, je commencerais par faire ça. Oui, parce que c'est vraiment, si c'est vrai votre truc, il y aura un machin. C'est un vrai truc. La deuxième, c'est que nous, on avait vu, comme je te disais, quand on a regardé avec Georgia, le truc qui était... Enfin, il y avait deux clés dans le truc qu'on a regardé sur les cancers du poumon, enfin, ce qu'elle a regardé, elle a joué un rôle microbiologiste là-dedans. C'est que Akkermansia joue un rôle majeur dans l'efficacité de PD-1. Si on a de l'Akkermansia, ça marche. Si on n'a pas d'Akkermansia, ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est la même question que tu posais tout à l'heure, c'est que ce qu'elle a trouvé dans ce papier qui est extraordinaire, parce que c'est rare qu'on arrive à avoir une déduction aussi simple en clinique à partir d'un modèle expérimental, c'est que si on donnait PD-1 dans les cancers du poumon après un traitement antibiotique, ça ne marchait pas. Et donc c'est qui va dans le même sens, c'est-à-dire que le microbiote module vraiment l'activité de PD-1. Bon, je pense que c'est vraiment un truc à regarder chez les autres, savoir si quand ça ne marche pas, c'est pas parce qu'ils sont sous bactéries ou sous autre chose, parce que ça, c'est le papier qu'elle a fait dans Science cet été, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est revenue ensuite à regarder chez les patients qui avaient été testés à Gustavo aussi par l'antipédiouane pour voir, et tous ceux qui ont reçu l'antipédiouane dans le mois précédent, c'est plus d'un mois, je crois que ça change, mais dans le mois précédent, c'est-à-dire avant la restauration du microbiote, en réalité, n'était pas... Oui, mais qui a eu un impact important dans notre pratique, parce qu'aujourd'hui, quand on a un patient sous immuno, on essaie c'est rare qu'il fasse de la fièvre, parce que l'immunothérapie n'a pas les mêmes effets secondaires que la chimio, mais on est assez prudent de leur donner des antibiotiques pour toute infection, si tu veux, intercurrente, pour le lier effectivement à... Mais là, il faut voir s'ils n'en ont pas par ailleurs. Très souvent, les patients... Ils ont souvent, par rapport à ce que tu disais Hervé tout à l'heure, ils ont souvent du Bactrim, quand même. Ils ont souvent une prophylaxie primaire qu'ils ont eu déjà pendant la chimio et qui pendant la chimio, ça c'est sûr. Ils ont la ZT encore? Non. Là, tous les patients. Non, ça, on a la liste des traitements tirés. Il y a un truc auquel il faut faire gaffe. Je suis d'accord que les gens ne voient pas parce qu'on est borné. Si tu veux, c'est les activités croisées, bien sûr, chimiothérapie, antibiothérapie. Nous, on est en train de découvrir, parce qu'on était ignorants, on n'avait pas fait attention, si tu veux, le rôle de l'AZT comme antibactérien. Ça marche très bien sur le bactérie gram-négatif, donc l'AZT, sur la salmonelle en particulier. Et donc, dedans, à l'intérieur des chimiothérapies ou même des autres anti-HIV, si tu veux, leur activité antibactérienne, je ne sais pas si jamais personne a regardé. L'activité antibactérienne des antiprotéases. Des antirétroviraux. AZT, nous on l'a refait. Donc on a retrouvé qu'AZT, mais ça avait été publié, il y a des gens qui avaient publié ça il y a 25 ans, que ça marchait sur les bactéries gram-négatives, en particulier les salmonelles. C'est ce qui nous intéresse beaucoup dans le truc des typhoïdes résistants. Les autres, qui a regardé? Après, c'est vrai. Donc c'est vrai que si tu as une modulation du microbiote par les autres médications que tu as, si tu veux, ça pourrait expliquer à un certain nombre de cas des échecs ou des succès, si tu veux, qui seraient liés à la modification. Globalement, beaucoup des antibiotiques ont été aussi d'origine, des antibiotiques. Les anthracyclines. Et ça marche très bien sur les bestioles. Par exemple. Non, mais c'est pour ça que Laurence, en effet, m'avait contacté. Et je pense que ça serait intéressant de voir ensemble les patients qui sont traités, de regarder leur microbiote au départ et tout au long. Regardez ceux chez qui ça marche et qui ça marche pas. Et puis en étiquetant, peut-être qu'en bidouillant, on va voir ceux qui ont des modifications de microbiote liées. Peut-être des choses qui sont liées à ARP, une modification de microbiote, qui sont dues à l'activité antibiotique. Tu vois, on a une vision d'imbécile, que ça marche que sur les bactéries, les stylos, ces trucs sont très polyvalents, très anciens. Mais il y avait même, c'est pas sur les antipédiouanes, mais par exemple, il y avait des données à la Croix qui montraient que chez les femmes qui avaient des dysbioses vaginales, en fait, il y a certaines bactéries qui mangeaient le ténophovir. Et que c'était un facteur d'échec de la prévention par le ténophovir, par la locale. Donc ça...
Non, mais on est en train de sortir on est en train d'entrer dans un décloisonnement, si tu veux. On arrive aussi par une méthode très très fondamentale. La plupart des molécules actives, ils ont commencé avec les antibiotiques ou les antibiotiques. C'est des protéines non ribosomales, ça a 3 milliards d'années. C'est extraordinairement ancien. Regarde, aujourd'hui, je pense que tu travailles dans le domaine aussi, des anticancéreux qui peuvent avoir un impact sur la réplication du virus, tu vois. Moi, c'est quelque chose aussi que dans toutes ces études, ce qui est intéressant de ces concepts, il y a quand même quelque chose qui, moi je ne suis pas virologue, qui me gêne toujours, c'est la façon dont on a d'apprécier le fameux réservoir. Parce que, tu l'as dit toi, et ça c'est ce qui est dit partout, c'est que ce fameux réservoir chez les patients bien équilibrés, il est archi stable. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai parce que ça dépend avec quoi et comment et à quel moment on va le mesurer. Avec Catherine, elle vient de partir, mais ça fait rien. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on fait de l'ADN avec la technique maison aux yeux, quoi. Ouais. Et donc on fait des mesures comme ça. Et l'autre fois, je lui ai dit, écoute, je voudrais bien que tu me sortes dans le 80 dont active le pourcentage de gens qui ont au moins 2 ou 3 ADN, VIH, indétectables. On a été très surpris de voir combien on en avait, c'est-à-dire ce qui n'a absolument pas véritablement d'explication comme ça. Tu vois. Et en fait, après, j'ai essayé de voir les variations. En fait, ça bouge, et quand même, et c'est pour ça ma question, c'est ça bouge de combien? Parce que j'ai pas eu le temps de voir sur tes graphiques. Est-ce que ça passe de indétectable à 350 ou à 12? Parce que c'est quand même pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas dans quelle mesure véritablement tu dis quand ça remonte, mais ça remonte. Alors là, est-ce que franchement ça a un sens? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je suis d'accord parce qu'il y a, on est d'accord, il y a une variabilité aussi de la technique qui fait que. Oui. Mais je pense que là c'est de la même technique chez les personnes. Oui. Non, mais quand tu veux dire une variabilité, c'est que par exemple même une charge virale, tu l'as fait 3 fois chez la même personne, tu vas voir. Là c'est que chez nous, si tu veux. Voilà, c'est que chez nous avec la même technique. Oui, mais même avec la même technique. Hein. Donc c'est pour ça que ce fameux réservoir. Non, là si tu veux, chez le patient, bon, je vais pas tout repasser, mais chez le patient, là, chez qui on a une diminution, il est quand même passé, il y a un log de diminution de la quantité d'ADN. Et ça, c'est vraiment significatif. Il n'y a pas de variation d'un log chez les patients qui sont traités de manière stable, ou alors c'est parce qu'ils ont arrêté leur traitement à un moment et que l'ADN qui est remonté, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Et ça, on l'a bien montré quand on a fait des études, on a arrêté le traitement chez les patients, et l'ADN, après l'arrêt du traitement, l'ADN remonte assez rapidement. L'ARN remonte et l'ADN suit. Voilà, exactement. Là, chez les patients, les 2 patients, en fait, il y a des fluctuations, on les voit, mais elles ne sont pas significatives. En revanche, chez le patient numéro 2, passer de 300 à 7, c'est significativement différent. Et la remontée, c'est pas du même. Alors là, non, la remontée, il a remonté, il a fait un pic, si tu veux. Et là, le dernier point qu'on il est à 100. Je pense qu'il faut qu'on vérifie ça en rapportant tout ça au nombre de CD4. Comme il a chuté ce CD4, je pense que la baisse qu'on voit, si on la rapporte au nombre de CD4, elle ne sera pas si importante. La deuxième. Oui, mais ceci dit, il a commencé à baisser avant la baisse des CD4. Ça, c'est tellement dépendant de pas mal de choses qui fait que. Allez, il faut qu'on avance. Bon, c'est bien, ça fait discuter.